Et c'est là où je me suis rendu compte que je me suis dit, je pourrais pas. Je me retourne, il me vise avec un AK-47. Tu vois, la jungle, on en revient. Là, c'est la jungle. Il me dit, je te dis tout de suite, c'est une joueuse qui est capable de gagner un grand chelem. Serena, c'est la GOAT, c'est incroyable. Elle la joue, et là, elle met 6-2, 6-3, c'est la même. Elle se retourne, elle me fait get out. Moi, avec Gaël, on s'est toujours dit les choses. Bon, Gaël, c'est bon, tu me saoules sur le terrain. Enfin, et il me regarde, il me dit, donne-moi les hommes de ça. S'il avait joué en France, il aurait jamais eu la carrière. Parce qu'en France, on veut trop avoir des techniques parfaites. Salut Dorian, Salut comment Marvin. tu vas? Écoute, ça va super, merci. Merci à toi de nous faire l'honneur de venir dans notre petit podcast dans les yeux. Je suis très content de t'accueillir dans ce format. Comme le nom du média l'indique, tu vois, on aime bien toucher à tout ce qui est dans l'univers du tennis. Et voilà, montrer un petit peu tout ce qu'il y a autour de ce sport. Donc toi, tu as été joueur, tu es désormais entraîneur, actuellement de Gaël, mon fils. Là, pour nous aider à plonger un peu dans cet univers du coach qui est un peu, on va pas dire opaque, mais dont on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Et justement, sur ces secrets de coach, moi, je trouve ça super intéressant. Donc, avant de commencer, je te demanderais comment tu te présenterais. Alors, tout simplement, donc là, je m'appelle Dorian Desclois, j'ai 37 ans. Comme tu l'as dit, j'ai été joueur de tennis avant, j'ai été joueur de tennis professionnel. J'ai été 666e mondial pour être très précis en simple. J'ai été 300 et quelques en double. Du coup, j'ai fait pas mal de double avec Gaël, qui est un ami à la base. Voilà, et j'ai arrêté ma carrière donc tennistique en tant que joueur en 2019 pour me consacrer en 2020 voilà, au métier de coaching. Et j'ai eu une première opportunité incroyable qui m'a permis justement de voir que ce métier-là me plaisait, que j'avais envie de faire ça. Et voilà, on est en 2025, bientôt 2026, et je suis toujours sur le tour. Bon, cette opportunité incroyable, ce que tu fais maintenant, on aura largement le temps d'en parler. On va commencer par les bases, le fondement. Tu es né et as grandi à Montpellier, c'est ça? Comment ça se passe le tennis pour toi jeune? Est-ce que tu joues bien? Niveau classement, t'es comment? Alors, je commence le tennis, alors pas forcément par hasard, mais par en jouer, en fait. Et moi, ce serait simplement le dimanche matin, quand ils allaient jouer en match par équipe, je volais une de leurs raquettes, qui était bien trop lourde pour moi, et j'allais jouer au mur pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, tout seul, pas d'entraîneur. Et donc, l'entraîneur de ce club où mes parents étaient, on dit, bah, il faut que vous le mettiez en... Mais j'étais pas jeune, hein, j'avais 6 ans, 7 ans. J'avais pas 3 ans, j'avais 6 ans, 7 ans. On sait que maintenant, les jeunes commencent beaucoup plus jeunes. Mais du coup, voilà, j'avais ce talent, comme il l'appelait, en disant il pourrait être pas mal au tennis. Donc j'ai commencé à prendre quelques cours. Et j'ai rapidement été un des meilleurs de la région. J'étais toujours dans le numéro 1 de la région. Et un nom connu maintenant qui fait plus de tennis, c'est Luka Karabatic, qui est maintenant capitaine de l'équipe de France de handball. Et on a toujours été numéro 1 et numéro 2 du Languedoc-Roussillon à l'époque, avant que ça s'appelle Occitanie. On a été champion de France à 11 ans par équipe, vice-champion de France à 12 ans. Donc voilà, on avait quand même une belle équipe avec le 3e joueur derrière. Et en termes de classement, mon premier classement, je l'ai eu à 10 ans, je devais être 32, je crois, à 10 ans. Après, j'ai été 15-4 à 12 ans et 15 à 13 ans. Donc j'ai eu une belle progression, ce qui m'a permis d'intégrer du coup le Pôle France de Boulouris, à côté de Saint-Raphaël, pour ceux qui ne savent pas trop le situer. Et du coup, voilà, j'ai continué. On allait à l'école normalement. Le matin, on s'entraînait l'après-midi. Et puis voilà, moi ça me plaisait. Alors le déracinement n'était pas facile parce que je suis fils unique. Donc pour mes parents, me laisser partir à 11 ans et demi de la maison, ça n'a pas été facile pour eux. Mais voilà, les entraîneurs et moi-même, j'ai réussi à les convaincre que c'était la bonne solution. Et je pense encore que c'était une bonne solution d'aller dans ce centre pendant ces 2 ans. Et voilà, j'y ai fait 2 belles années. J'ai pas énormément progressé en termes de classement. J'ai eu un petit peu de mal à ce moment-là parce qu'en fait, aussi tout simplement, je n'ai pas grandi aussi vite que les autres. C'est-à-dire que je me retrouvais, moi je devais faire 1m50 et les autres faisaient déjà 1m65, 70. J'ai un petit déficit de rapport de puissance à ce niveau-là et on sait qu'à cet âge-là, voilà, si tu n'as pas la carrure qu'il faut, c'est compliqué. Donc moi j'étais légèrement en dessous. Donc j'ai pas été pris à l'INSEP à 14 ans parce que j'étais que entre guillemets 5-6. J'ai pris que un classement, donc pas suffisant. Les autres étaient 3-6 déjà. Donc voilà, j'ai pas été pris. Je suis retourné chez moi. J'ai été dans une école normale, j'étais au lycée normal, pas eu aucun aménagement de cours, rien du tout. J'allais m'entraîner le soir, tranquillement, tous les soirs, à 18h, à 20h, comme un enfant voilà, normal. Et je pense que c'est ça qui m'a fait du bien, de retrouver mon équilibre à la maison. Et c'est ça qui m'a permis, du coup, limite, de rattraper aussi tout le monde. Parce que du coup, à l'âge de 19 ans, j'étais déjà à moins 30. Du coup, j'ai rattrapé le temps perdu, on va dire. À ce moment-là, comme tu dis, tu n'es pas pris pour aller à l'INSEP. Justement, tu avais ce problème plus ou moins de ce qui est croissance, puissance, donc il y avait meilleur que toi à ce niveau-là.
Mais apparemment, il y avait aussi un autre petit souci médical. Je vois que tu souris, je t'ai dit que j'ai fait mes recherches. Hein. T'as fait des belles recherches. En quoi consistait ce petit souci Alors, médical? ce petit souci, en fait, je suis né avec un pied creux. Alors, ça s'appelle un pied creux, mais moi, c'est un beau pied creux. C'est pas le simple pied creux qui te gêne pas trop. J'ai 2 pointures d'écart. Moi, je vis comme ça, donc ça me gêne pas. Mais demain, je te mets mon pied, tu ne peux à peine marcher, en fait. Et en effet, déjà, ils m'ont pris à Boulouris parce que bon, j'étais bien classé et tout ça. Mais les entraîneurs de la Fédé, je m'en rappelle très bien, mes parents me l'ont pas dit pour pas me briser mon rêve, entre guillemets. Je comprends. Mais ils ont dit, on prend Dorian sur ses 2 ans, mais il sera toujours blessé. Il pourra jamais être plus que 5-6, 4-6. Son pied va l'handicaper. Malheureusement, il pourra pas jouer au tennis. Donc déjà, je leur ai prouvé l'inverse, que j'ai pu avoir une belle carrière malgré tout. Je me suis jamais fait opérer, parce qu'à l'époque, on m'a dit clairement que c'était une opération très dangereuse et que je pourrais ne plus marcher potentiellement. Donc j'ai préféré rester comme ça. J'ai des semelles, évidemment. Mais en effet, j'ai cet handicap j'ai ma jambe droite qui est beaucoup plus faible que ma jambe gauche. Je pense avoir été quasiment au maximum de ce que j'ai pu faire. Donc c'est déjà pas si mal d'avoir été 600 et quelques mondial avec un déséquilibre qui est énorme. C'est-à-dire que quand je mettais mon pied sur 2 balances, j'avais 70% du poids du corps à droite, 30% à droite. Donc en gros, j'ai joué au tennis sur une jambe et demie toute ma vie. Ouais. Ce qui est handicapant énormément. Et même quand même sur le circuit pro, ce qui est impressionnant, quand je joue en double AGL ou quand j'étais en circuit challenger, j'arrivais dans la salle avec le kiné, je pouvais lui dire, par exemple, j'ai un problème au poignet. Parce que le premier truc, il disait, est-ce que je peux regarder ton pied? J'ai jamais vu un joueur professionnel avec un pied comme ça. Mais on se demande même comment tu fais pour marcher et courir sur un terrain. Donc, en fait, cette grosse faiblesse que j'ai eue m'a quand même donné une certaine force parce que je me suis dit, ok, je serai peut-être pas le prochain Roger Federer, le prochain, voilà. Mais je vais aller essayer d'aller le plus loin possible pour prouver déjà que je peux jouer au tennis malgré ce handicap. Et ça, tu le sais assez tôt ou pas vraiment? Ou c'est un peu flou? Il y a un moment dans ma carrière où je le sais. Je me rappelle, j'en ai jamais parlé à mon père et je lui en ai parlé il n'y a pas si longtemps. Je me rappelle, c'est un match que je fais en futur en Belgique, donc il y a 10 ans, plus de 10-12 ans même. Et je perds 7-6 au 3e. Et je perds et j'ai une douleur au pied où je peux plus marcher. Je peux plus marcher parce que pour la bonne et simple raison qu'en fait, je finis mon match, je me douche, je vais au restaurant et j'oublie de changer mes semelles pour mettre dans mes chaussures de ville pour aller manger. Et là, je me rends compte que je peux pas faire 300 mètres. Je boite à en pleurer. Et c'est là où je rentre dans ma chambre et là, je me mets à pleurer tout seul. Et c'est là où je me suis rendu compte que je me suis dit, je pourrais pas. Je pourrais pas aller plus haut que ce que je suis parce que malheureusement, j'ai ce problème qui m'empêche d'être plus fort. Parce que là, le moindre match où je jouais plus de 2 heures, 2 heures et demie, le lendemain matin, je pouvais pas poser le pied par terre. C'était pas possible. Et ça, c'était aux alentours de 25 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu commences en futur, Ouais. C'est ça. Tu dis notamment que la catégorie future, c'est comme une jungle. Pourquoi? C'est une jungle parce que déjà, on t'apprend pas ce que c'est en fait. Moi, toute ma vie, j'ai fait des tournois français, entre guillemets, où t'es hébergé, limite la nourriture est gratuite, enfin, tout. Et là, on t'amène dans un truc où tu dois choisir tes propres tournois, ta surface, tu dois tout payer. T'arrives là-bas, t'as pas un ami. Si le tableau il est de 32, t'as 31 mecs qui sont là pour te battre. Ils se battent pour prendre le terrain avant toi. Les balles, quand c'est pas des balles neuves pour aller s'échauffer, c'est des balles, c'est limite les balles du chien. Il n'y a rien qui est fait pour que les faibles s'en sortent dans ce milieu-là, vraiment. Et si t'es pas costaud, malheureusement, tu restes enfermé dans cette jungle et tout le monde est là pour justement te casser la tête pour pas que tu progresses, tu vois. T'as pas d'amis. Même, tu vois, tu pars avec des Français en tournoi, malgré tout, ça reste un sport individuel. Les Français, ils sont quand même contents que tu gagnes, mais ils sont quand même contents aussi que tu perds, tu vois. Bon, le mot jungle, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment la définition de la jungle, t'es seul face aux autres. Et justement, par rapport à ce circuit où tu dois voyager seul, où tu dois payer tout ça toi-même, je voulais te demander, peut-être une saison complète, combien ça pouvait te coûter et comment on survit financièrement à ça quand on est seul, quoi. Bien sûr. Écoute, déjà, ça pouvait me coûter, alors c'était à l'époque encore, maintenant ça coûte encore plus cher vu que tout a augmenté, mais je dirais entre 30 et grosse fourchette, 30-40 000 euros. Et encore, t'as pas d'entraîneur qui peut te suivre à ce tarif-là. À ce tarif-là, t'es seul. T'es seul. T'essaies quand même de limiter. Alors si j'ai pu prendre un entraîneur, je le prenais peut-être 4 semaines par an, peut-être, mais 4 semaines où tu dois lui donner 1 500 euros la semaine, ça va vite. Et toi, ton compte en banque, chaque semaine, il diminue. Ce que je faisais pour
garder à flot, on va dire, d'avoir un peu d'argent, c'est que je faisais les matchs par équipe dans 3 ou 4 pays. Donc, du coup, tu fais ça, tu peux pas jouer sur le circuit. Donc, tu perds des semaines de tournois. Et c'est souvent les semaines, c'est souvent juin, juillet, août. Là où il y a énormément de tournois, c'est là où il y a les matchs par équipe. Donc, tu vois, l'un dans l'autre, c'est un choix. Est-ce que, bon, j'ai plus d'argent, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Il faut que j'aille faire les matchs par équipe, mais je peux pas trop jouer. Donc, je faisais France, évidemment. Je faisais Allemagne, je faisais Belgique. J'ai été jouer en Suisse aussi. Pour essayer de se faire un petit pactole pour pouvoir ensuite voyager sur le tour. Comme tu parlais de cette jungle, etc. C'est quoi, peut-être si tu en as plusieurs ou si tu veux en sélectionner, tes pires anecdotes ou ta pire anecdote, justement de ces petits tournois où parfois tu vas jouer super loin pour faire tes points, etc. et où tu sais pas ce qui peut t'arriver, quoi. J'ai une anecdote où je pense qu'il s'est tout passé. C'est-à-dire que c'était au Caire. J'ai été jouer au Caire c'était en 2009, 2010. Je me rappelle, il y avait Axel Michon, pour ceux qui connaissent, qui était pas loin de top 100 ou top 150. On était tous les deux dans le tableau. J'étais un dehors et lui, il était avant-dernier dans le tableau final. Donc moi, je me suis dit, bon, je vais quand même rentrer dans le tableau final, parce que normalement, les 2 premiers qui sont dans les qualifs, généralement, rentrent dans le tableau. Donc on y va 3-4 jours avant. Et là, on arrive dans un endroit, il n'y a rien. C'est un champ. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de filet. On est le jeudi, le vendredi, il n'y a rien. Est-ce qu'on est au bon endroit? Enfin, tu te demandes, tu vois. On est au bon endroit, pas de problème. Là, tu vois, le samedi matin, des enfants qui viennent peindre le terrain, comme ça. Donc, autant te dire que le terrain, tu sais pas s'il a les bonnes dimensions. Ouais. Le terrain, tu balayes 3 fois au service la ligne. J'ai vu des mecs qui servaient 50 cm dans le terrain. Finalement, je me retrouve à pas être dans le tableau final. Donc, je suis un qualif. Donc là, je suis un peu dégoûté. Bref, pas d'arbitre. On nous donne 3 balles, pas d'endroit pour manger. Il y avait un fast-food, c'était un mec qui faisait des burgers. Parce qu'on était à 80 km du Caire. Le tournoi, il y avait écrit le Caire, mais c'était à 80 km. Donc voilà, t'étais pas du tout dans le Caire. Je perds au premier tour des qualifs, on devait en faire 2. Je perds au premier tour des qualifs contre un joueur qui joue correct. Voilà, bref, je perds. Et là, je me dis, je peux pas rester 2 semaines. J'avais un deuxième tournoi la semaine encore d'après, je me dis, je peux pas. Je peux pas attendre une semaine à m'entraîner dans des conditions pareilles. Payer tous les jours, parce que ça, mine de rien, l'hôtel coûtait cher en plus. Je rentre. Ok, je prends un vol le lendemain. J'ai un problème quasiment à l'arrivée de l'aéroport, c'est-à-dire qu'il y a un trafic monstrueux dans le Caire. Je rate mon vol. Je vais arriver le vol à 13h, j'arrive, il est 12h50, donc trop tard pour embarquer tout ça, bref. Et là, je regarde, plus de vol de la journée pour rentrer en France. Je cherchais même plus à Montpellier, je cherchais en France. N'importe. Rien du tout. Bon, j'appelle mon père, j'ai 20 ans, là, j'appelle mon père, je dis, écoute, je fais quoi, je sais pas. En plus, à l'époque, on n'avait pas les forfaits internationaux. Le forfait, là, j'appelais mon père, ça me coûtait 10 € l'appel, donc j'essaie d'aller vite. Et il regarde vite fait. Il n'y a pas maintenant les téléphones où tu peux regarder tous les vols et tout. C'est à l'époque, pour les jeunes qui nous écoutent, c'était une galère. Internet, bref. Mon père me trouve pas de vol. Donc, je fais tous les comptoirs pour essayer de demander est-ce qu'il y a un vol là. Et là, on me dit il y a un vol à 23h pour Madrid. Là, je me dis bon, allez, au moins après, je prends un train. Au moins, j'atterris en Europe. Bon. Je passe toute la journée dans l'aéroport. Là, vers 19h, j'ai plus de batterie. Plus de batterie sur le téléphone. Et là, mon premier réflexe, je vais chercher une prise. Truc que tout le monde fait. Et là, c'est le truc que j'ai raconté à mes parents, à tout le monde. Je mets la prise et là, j'entends au début, je pense que c'est un garde qui me hurle dessus en arabe. Je ne comprends pas la langue, je ne parle pas. Je me retourne, il me vise avec un AK-47. Comme ça. Et là, je me rappelle, j'ai mon téléphone dans la main. J'ai une goutte comme ça, et là je lâche mon téléphone, je mets les 2 mains comme ça, j'ai les frissons de t'en parler, tellement je n'invente rien. Et là et je lui dis en anglais, désolé, je ne comprends pas l'arabe, il faut français, anglais. Voilà. Il fait venir quelqu'un, et en fait ils étaient en plan un plan Vigipirate, okay. Et donc interdiction de brancher des. Il me montre, c'était écrit en arabe. Je lui dis je suis désolé, encore une fois, je ne comprends pas, donc je m'excuse et tout. Donc voilà, donc déjà, frayeur de malade. Ça n'a pas duré longtemps. Il m'a visé 2 secondes, mais ça m'a 1 minute dans ma tête. Donc après, ils m'ont expliqué que l'interdiction, bref, tout ça. Donc du coup, j'ai été dans un restaurant pour brancher, retrouver du jus, tout ça. Je prends le vol. Avant de prendre le vol, à 21h, je vais pour embarquer. Là, 2 mecs me volent mon sac. J'avais un sac Ed à l'époque, je me rappelle, bien brillant, orange, tu vois bien. Je me le fais voler par 2 mecs. Devant toi ou... Ouais. Non. Je suis assis, j'attends, j'ai mon sac à côté là, et 2 mecs qui passent et qui partent. Et donc là, en fait, j'ai la réaction de putain. Je lâche un gros mot, je vais vers eux. Là, il y en a un qui m'arrête comme ça. Il me fait monnaie. Mais non. J'ai 20 ans, j'ai 4 € sur moi, tout cassé. Et je dis non. Et là, j'ai de la chance qu'il y ait un garde qui soit pas loin et qui
qui voit la scène et qui arrive, et le gars me prend le sac, il me le jette sur moi et ils partent en courant. Donc là, je me dis, en l'espace d'une demi-journée, j'en ai vécu des émotions. Ouais, J'ai c'est failli me faire folie. tirer dessus, 2 mecs qui me volent mon sac, bref. C'est une folie. Donc là, j'arrive à prendre mon vol à 23h, j'atterris à 4h du matin ou 5h du matin à Madrid, bon, et j'arrive le lendemain soir chez moi, bref. Et là, je me rappelle, je dis à mon père, écoute, je suis plus parti en tournoi pendant 3-4 mois. Ah ouais, J'ai joué en c'est France. Choqué. J'étais choqué parce que je me suis dit, c'est ça, tu vois, la jungle, on en revient, là c'est la jungle. Et c'est qu'une anecdote parmi tant d'autres où même si tu joues bien, bah, tu perds de l'argent dans ce... Tant que t'es pas mieux classé que la 200e ou 300e, tu perds malheureusement de l'argent. Ouais, c'est dingue. Et comment toi, du coup, tu l'as raconté un petit peu, comment tu sors de cette jungle et arrêtes le circuit pro? C'est vers 25 ans, comme tu l'as Alors dit. c'est vers 25 ans, je sentais une certaine lassitude parce que j'allais toujours dans les mêmes tournois, c'était un peu toujours pareil. Et est venu cet événement, ma maman est décédée d'un cancer qui a duré quand même quelques mois et je voyais, et à chaque fois que je partais, pour moi c'était un déchirement de me dire c'est peut-être la dernière fois que je pars, la dernière fois que je la vois, donc en fait je joue en plus très mal au tennis. Et quand elle est décédée, en fait je suis fils unique, j'ai pas de frères et sœurs, et c'est fin mai, début juin. Et là très simplement je dis à mon père, écoute, je vais arrêter le circuit. Bon, lui, sa première réaction, c'est non, arrête pas le circuit, tu te bats encore, tu essayes. Je lui dis, j'arrête pas de jouer au tennis, j'arrête juste le circuit pro. Par contre, je vais faire des tournois, je vais revenir à faire des tournois français, et puis on va voir ce que ça donne. Je lui dis comme ça, je reste avec toi, tu viens avec moi pendant 2 mois, on part en tournoi. Alors, je sais pas si c'est parce que du coup, je pensais plus trop au tennis, mais j'ai fait 2 mois où je pense que j'ai dû gagner 15 tournois français. Je ne perdais plus un match. Et j'étais tellement, je pense, relâché, je pensais à tout sauf au tennis. Je jouais très bien, mon père était là, Mon père me regardait plus jouer, forcément, vu que je voyageais partout. Et j'ai passé 2 mois magnifiques avec lui. Il était là tous les jours avec moi. Et en fait, ça m'a fait du bien. Et je me suis rendu compte qu'à la fin de ces 2 mois, j'ai fait le calcul en termes d'argent. Je dis, mais attends, en 2 mois, j'ai gagné plus qu'en 2 ans sur le tour, les 2 dernières années. Là. En 2 mois, j'ai pris 15 ou 16 000 euros. Chose que j'ai à peine gagné en 2 ans sur le tour. Et là, je me suis dit clairement, bon, il faut être réaliste. Mon pied, ça ira pas mieux. J'ai ça, je suis pas en grande forme, voilà, niveau mental et tout, c'est dur, il faut être réaliste. Bah, voilà, maintenant, je vais me diriger à faire ça. Et j'ai fait ça jusqu'à 30-31 ans. Et une deuxième. Et je me considère plus pro de 26 à 31 que de 21 à 26 au final. Parce que professionnel, c'est quoi la définition d'être professionnel? C'est de vivre de ce que tu fais. J'en vivais pas du tout. Et je me suis dit, bon, je suis quand même pas mauvais dans ce sport, je vais trouver une manière. Et en effet, en faisant ces tournois, je me suis rendu compte que je pouvais très bien vivre comme ça. Quoi. Et tu vois, c'est dingue de se dire ça, que tu t'es plus senti professionnel Bien sûr. en quittant le circuit Ouais. qu'en y étant. Mais du coup, tu fais des tournois amateurs. Je faisais le circuit national des grands tournois, le CNGT, ça s'appelle, Ok. où il y a une trentaine de tournois en France qui sont répartis en 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles selon le prize money qu'il y a. Et en fait, dans ces tournois-là, tu peux bien vivre parce qu'un tournoi, tu le gagnes, il y a 1 500 euros à la gagne et c'est sur 2 jours. Et des tournois, moi, en plus, en habitant dans le sud, entre avril et fin septembre, je pouvais faire entre 2 à 3 tournois par semaine. Ouais. Ce qui est quand même énorme. Plus, encore une fois, les matchs par équipe. Donc, c'est vrai que par année, c'était énorme. Et j'étais encore plus pro. Je me dis que je faisais 100-120 matchs par an. J'ai de la chance, je touche du bois. J'ai jamais été blessé au tennis, à part mon pied qui m'a handicapé, Ouais. mais j'ai jamais eu de grosses blessures. J'ai pu faire des saisons pleines tout le temps. Et j'en vivais beaucoup mieux, en fait. Et je rentrais plus souvent chez moi. Donc, pour moi, j'y voyais que du bénéfice. Ah, mais en fait. c'était mieux au final. Bien sûr. Au cours de ta carrière, tu joues quand même un match sur le circuit principal. Si je me trompe pas, tu m'arrêtes si je me trompe. Pour moi, c'est le double avec Gaël Monfils à Montpellier. En tout cas, en grand tableau. Ouais. Est-ce J'en ai que- fait plusieurs, mais à Montpellier, c'était le premier. Et on fait Montpellier. Ouais. Montpellier, du coup, c'est ma ville. Voilà, Gaël, on se connaissait déjà un petit peu. En fait, Gaël, pour la petite histoire, on s'est connus en 2010 à la première édition de Montpellier, de l'ATP à Montpellier. Moi, j'avais fait les qualifs en simple. J'étais rentré avec mon classement, du coup, et je perds en qualif le samedi. Et le dimanche, il y a le directeur du tournoi de l'époque, c'est Patrice Dominguez, qui est décédé aujourd'hui, qui m'envoie un message ou qui m'appelle, je sais plus, qui me dit voilà, Dorian, on sait que tu es de la région, tu es Montpellierin, on cherche un joueur de ton niveau, en gros, parce que voilà, il y a Gaël qui va venir et il souhaiterait avoir un sparring sur la durée du tournoi. Moi, je me rappelle, j'étais censé partir sur un autre tournoi. Très clairement, j'ai appelé l'autre tournoi en leur disant je ne viendrai pas, parce que pour moi, c'était incroyable de pouvoir faire ça. Et finalement, Gaël fait finale, en plus. Donc c'est génial qu'on fait toute la semaine ensemble. Il perd sur Berdych, je crois, cette année-là. On fait toute la semaine ensemble, on s'entend hyper bien. Et du coup, notre amitié est partie de là. Et c'est pour ça que même en 2018, voilà, il m'a dit écoute, je reviens à Montpellier. Ou non, c'était en 2015. La première fois qu'on joue, c'est en 2015 ensemble. Ouais, c'est 2015. Et c'est là où il me dit écoute, si tu veux, on essaie de demander une wildcard en double, on joue ensemble.
Donc en effet, on a fait ce match. C'est comme ça qu'est né, enfin, c'est de cette semaine-là qu'est né votre. Ouais, notre rencontre et qui a vite abouti sur une amitié particulière parce que encore une fois, on a fait qu'une semaine et à la fin, il me dit écoute, passe-moi ton numéro, je te rappellerai si j'ai besoin et tout. Et tu peux te dire bon, il est poli, c'est un mec gentil, il a peut-être fait pour voilà. En fait, pas du tout. Il m'appelle 3 mois après écoute, viens avec moi sur la tournée américaine. Viens avec moi, viens faire le sparring, viens, ça va être génial et tout. Je me rappelle, je suis en futur en Turquie avec 2 autres joueurs. Et je vais au téléphone, et là, ils me disent non, mais le dernier tour en Turquie, t'y vas pas. Tu vas direct à Egal. Là, je dis oui, c'est bon. Je vais direct à Egal. Et en effet, et je vais avec lui, je fais Winston-Salem US Open. D'ailleurs, ça se passe bien, il me fait viens avec moi en Chine. On fait Shanghai, Tokyo, enfin. C'est en quelle année ça ? 2013. 2013, est-ce que c'est pas le premier, entre guillemets, coaching de ta vie que tu ferais avec lui ? Il me semble que j'ai revu la séquence il y a pas longtemps. T'es dans son box à Shanghai contre Roger Federer. Roger, ouais. Donc est-ce que tu le coaches un peu à ce moment-là ? Alors, c'est comment ? Moi, j'essaie de pas me mettre du coup en travers, même s'il n'y avait pas son coach actuel sur ce tournoi-là. Il me dit écoute, Do, t'es à un très bon niveau de tennis, tu comprends le tennis. Si tu as des choses à me dire, n'hésite pas. Je lui dis ok, pas de problème. Et là, donc, on parle un petit peu, tu vois, par rapport à Roger, tout ça. Et là vient le moment où il mène 5-4 au 3e sur Roger. Il a le break, il sert pour le match. Il vient de mon côté et il me regarde et il me dit donne-moi les zones au service. Je sers où ? Je me rappelle, je dis waouh. Impression un peu. Exactement. Alors là, je lui dis bêtement le truc écoute, relâche-toi, que revers. Fort, première, revers, tu te poses pas de questions. Et je crois qu'il gagne le jeu à 40-0 ou à 44. Et les 2 premiers points, il fait 2 grosses premières. Roger il rate en retour. Bon, déjà, moi, je me dis, merde, s'il lui met 2 retours monstrueux gagnants, ouais. Ma carrière de coaching aura duré 23 secondes, c'est bien. Tu vois, mais non, donc du coup, il gagne ce match-là. Et pour moi, bon, déjà, de le voir jouer sur Roger, c'était incroyable. De le voir gagner sur Roger, c'est incroyable aussi. Et d'avoir contribué à 0,1% de sa victoire, parce que j'estime que c'est 0,1%. Mais pour moi, déjà, ça m'a mis un premier pas là-dedans en me disant, c'est ça que je voudrais faire plus tard, en fait. Aujourd'hui, tu es de nouveau son coach, juste avant sa retraite. Tu seras officiellement le dernier de sa carrière. Ça représente quoi pour toi ? Déjà, je trouve ça incroyable qu'il ait pensé à moi. Mais je ne m'attendais pas spécialement à ce qu'il me propose, parce que, encore une fois, c'est lourd, parce que pour moi, Gaël, c'est une légende. C'est notre dernière légende actuelle du tennis français. Il y en a 3 qui sont partis. C'est le dernier. Et même si on est amis, l'amitié et le business, c'est 2 choses complètement à part. On peut être très ami avec quelqu'un, mais pas vouloir de cette personne dans le monde professionnel. Exactement. Et quand moi, j'arrête avec Lulu Sun juste après Roland-Garros, lui arrête avec son entraîneur, avec Michael Tillström à l'époque, enfin du coup à Roland-Garros aussi. Et là, on s'appelle et on parle mais de tout sauf de tennis en plus. Et c'est ce qu'on faisait tout le temps, parler de tout sauf de tennis. On mange tennis toute la journée, on parlait de jeux vidéo, de tout ce que tu veux, mais pas de tennis. Et là, il a le petit truc de « Attends, mais Do, t'es seul toi aussi ?» Il me dit « Je t'appelle après Majorque. » Il me dit si ça peut t'intéresser, il me dit si t'as quelqu'un, un meilleur projet, il me dit parce que il me dit j'ai 39 ans. Hein. Il dit si t'as un meilleur projet avec une jeune ou un jeune, t'y vas. Hein. Je dis oui, écoute, fais tes 2 semaines tranquilles, on voit. Malheureusement, il fait premier tour sur les 2 tournois. Je pense qu'il perd, je pense que 40 secondes après, il m'appelle. Do, t'es toujours seul ? Je dis écoute, je suis toujours seul. Et écoute, si tu veux, semaine prochaine, tu viens à Genève, et puis après on va à Wim ensemble. Il me dit c'était OK. Il me dit c'était OK de suivre le vieux Gaël. Il me dit pas de problème. Là, je dis écoute, on y va. Il y a pas de, je réfléchis même pas. En fait, je dis même pas écoute, je réfléchis et non, j'arrive. On est quoi ? On est jeudi, lundi, je suis à Genève, on s'entraîne et c'est bon. Ok. Et de base, c'est pas comment dire un vrai contrat ou une vraie proposition longue. C'est quoi ? C'est juste Wimbledon ou c'est... Ouais, on voit. Écoute Do, on voit. Et encore une fois, il me dit si t'as des projets intéressants, fais. Il dit Do, encore une fois, il me dit moi, je suis sur la fin. Je vais pas te bloquer. Il me dit toi, t'es encore jeune dans ce métier de coaching. Si t'as des belles propositions, t'y vas. Mais moi, dans ma tête, je me dis oui, il a raison. Mais en même temps, moi, ça va m'apporter tellement en termes de, encore une fois, de challenge, de me creuser la cervelle. Comment, alors c'est même pas faire progresser, c'est comment garder un tel niveau à son âge. Ça va être mon métier de lui faire garder un tel niveau, encore de faire rêver les gens. Un maximum pendant une année. Et dans ma tête, je me suis dit, ça va être un kiff, ça c'est clair et net. Et par contre, ça va être une tâche ardue pour moi. Parce que c'est pas si facile. T'entraînes pas de la même manière un gars qui a 39 ans, qui a tout vécu,
et une jeune de 22 ans, tu vois, que j'avais il y a encore 3 mois. Donc je me suis dit, c'est une autre facette du métier. Et pour moi, c'est super intéressant. Justement, c'est pas difficile d'aligner ces deux parties, l'amitié et le côté coaching, où tu dois quand même aller chercher de la performance. Alors, c'est pas difficile parce qu'encore une fois, avec Gaël, on s'est toujours dit les choses, franchement. Et c'est pour ça qu'on s'apprécie. Moi, je regarde pas Gaël avec des yeux, Gaël la méga star. Si, la première fois à Montpellier, quand je l'ai vu, évidemment, j'étais impressionné comme tout le monde. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a aimé, c'est que très rapidement, en Gaël, c'est bon, là, tu me saoules sur le terrain. Enfin, direct, tu vois. Et même lui, il me parle comme ça. Et Gaël est très, très spontané, très honnête. Et moi, c'est ce que j'adore, tu vois. Il passe pas par 4 chemins. Et moi, je fais la même chose avec lui. Et donc, du coup, on sait tout de suite, ça a matché instantanément. Et on sait que sur le terrain, on s'est déjà pris la tête. Hein. En 15 ans, on s'est pris la tête. Hein. T'inquiète pas. Même quand j'étais son sparring, des fois, il me prend la tête. Là, cette année, on s'est pris un peu la tête 2-3 fois. Mais c'est sain. En fait, ça reste hyper sain parce que on se prend la tête sur le terrain. On en parle 4 secondes en dehors du terrain. Terminé. Bah, tu as eu cette petite parenthèse avec Gaël où tu as dit que c'est ce qui t'a fait, ce qui t'a mis dans la tête que ce serait peut-être ton futur métier, d'être coach. Mais justement, comment elle démarre réellement cette carrière de coach? Cette carrière de coach, écoute, elle démarre en 2010, donc fin 2019. Ça fait 4-5 ans que je fais ce circuit français à côté. Pareil, j'en fais un peu le tour et j'ai une petite fille qui est née en 2018. Et là, pareil, vient le moment où je me dis, bon, en effet, je suis jamais blessé, on vit très bien, machin, mais si demain je me blesse, il n'y a plus que moi. Il y a aussi ma fille maintenant qu'il faut que je... et ma femme, du coup. Donc là, je me dis, je veux faire quelque chose d'autre, un peu plus sécuritaire, entre guillemets. Puis même, malgré tout, je prends un peu de l'âge. Les petits jeunes, ils commencent à bien jouer derrière, c'est un peu plus dur pour moi aussi. Donc voilà, donc fin 2019, je commence à laisser entendre à des gens du monde du tennis, tu vois, un Patrick Mouratoglou que je connais bien, à un Thierry Assion qui est à la all-in, tu vois, à des gens comme ça, même à Gaël que je connais, je lui dis, écoute, s'il y a quelque chose d'intéressant dans le tennis, dans le haut niveau, ou avec des agents, Gaël qui me donne quelques contacts d'agents à contacter, voilà, tu lui envoies ton CV, tout ça. Je fais ça. Fin 2019, donc je crois que c'est en septembre, et début décembre, j'ai Patrick qui m'envoie un message et qui me dit écoute, Dorian, est-ce que je peux t'appeler? J'ai une proposition qui pourrait t'intéresser. Voilà. Donc je rappelle, pas de problème. Et là, il me dit écoute, on a une joueuse, il me dit pas qui au début, qui est venue à l'académie, qui veut se relancer. Il me dit super joueuse. Il me dit je te dis tout de suite, c'est une joueuse qui est capable de gagner un grand chelem. Donc il me dit très très bonne joueuse. Il me dit elle part de très loin parce qu'elle n'a pas trop joué ces derniers temps et tout. Elle veut un jeune coach dynamique et qui peut jouer encore avec elle. Et à peu près la même génération. Donc là, je me triture un peu l'esprit. C'est qui me parle? Il veut pas me dire. Bon. Donc on raccroche, j'ai réfléchi déjà. Il me dit déjà réfléchis, est-ce que ça peut t'intéresser de faire sparring au début, il me dit. Bon, je réfléchis, finalement je le rappelle, je dis écoute, ça peut être intéressant. Et il me dit bon, c'est Victoria Azarenka. Oh, je dis ouais, c'est bien, c'est pas mal. Belle surprise quand même. Belle surprise. Déjà pourquoi moi? Enfin, tu vois, voilà, bref. Donc Patrick m'explique voilà, parce que je joue encore bien, même génération, donc il me dit elle, ça peut complètement matcher. Très bien, pas de souci. Il me dit bon, par contre, elle est basée à Miami, il faut tractailler un peu à Miami et tout. J'en parle avec ma femme, et ma femme, qui est aussi honnête que Gaël, elle me dit c'est simple, si tu refuses là, je sais qu'à 50 ans, tu vas me saouler parce que tu regretteras de ne pas avoir fait ça. Donc tu y vas. J'y vais, je rencontre Victoria, elle vient me chercher à l'aéroport. Enfin, en janvier 2020, on se connaît pas en fait. Et ce qui est fou, c'est que c'est la meilleure amie de Gaël, mais il ne m'a jamais. C'est pas lui qui m'a inclus dans ce projet-là, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit t'étais avec Victoria parce que c'est la pote de Gaël. Non, même pas. Ça n'a rien à voir avec Gaël. Aucun rapport. J'arrive là-bas et là, elle me dit ouais, j'ai pas touché une raquette depuis 6 mois. Bon, voilà. Et elle me dit par contre, on est ok, t'es sparring et coach. Ah, j'ai un petit A qui sort parce que je suis pas prêt. On est le lundi soir, elle veut qu'on s'entraîne le mardi matin et sparring et coach. Ok, pas de souci, on y va. Le mardi matin, on fait une réunion, je me rappelle très bien au bord du terrain. Elle me dit écoute, moi si je reprends le tennis, c'est pour une seule et bonne raison. Je veux faire une finale de Grand Chelem cette année ou l'année prochaine. Elle n'a pas touché une raquette depuis 6 mois. Elle avait peut-être perdu 4 ou 5 kilos de muscles. On partait de très très loin. On est début février 2020. Ouais. La Covid arrive en plus, 1 mois après, donc super timing. On fait un bon mois d'entraînement, elle s'entraîne bien. Covid, malheureusement, donc moi je rentre chez moi. Je la vois pas de 4 mois. J'y retourne juillet, août. Et là, je la vois s'entraîner, je la vois jouer, mais elle est loin d'un niveau de jeu pour espérer ne serait-ce que gagner 2-3 matchs en Grand Chelem. Bon, on continue de s'entraîner. Elle fait un tournoi. Alors ça aussi, je trouve ça fou. Alors, elle a été numéro 1 mondiale, donc elle a un cerveau différent des autres. Elle est différente.
Elle perd contre Venus Williams, qui était aussi âgée. Elle prend 6-2, 6-2 dans un WTA 250 à Lexington. Ils l'ont fait qu'une année, c'est l'année du Covid. Elle prend 2 et 3, mais elle met pas 2 balles dans le terrain. Là, je me dis, waouh, ça va être dur. Très, très dur. Et là, elle me dit, écoute, j'aimerais bien qu'on discute. Bon, là, dans ma tête, c'est bon, bah, tu peux rentrer chez toi. Merci d'avoir essayé. Moi, j'arrête le tennis. Enfin, dans ma tête, le scénario, il était fait, tu vois. Et là, elle me fait un grand sourire. Et elle me dit, écoute, ça y est, j'ai eu un petit déclic, là, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, elle me dit, t'es revenu. La vibe, elle est bonne. Là, elle me dit, même si j'ai perdu, je me sens bien. Et je rentre, je me dis, elle est folle. Elle vient de prendre 2 et 2, mais pas une balle dedans. Ouais. Elle me fait un grand sourire. Bon, ok, Vika, on essaye. On arrive à Cincinnati, elle découpe tout le monde. Enfin, Cincinnati qui était délocalisé à New York. 2 et 2, 2 et 3, 1 et 2. Mais vraiment, il n'y a pas un match accroché. Elle joue Jabber, elle lui met 2 et 3. Elle joue Caro Garcia, elle met 2 et 4. Il y a Cornet qui joue encore bien. Que des branlés. Incroyable. Bon. Donc elle gagne en finale par VO contre Osaka qui joue pas. Mais donc elle gagne un Master 1000. Ça tombe de nulle part pour moi. La semaine d'avant, ou peut-être 2 semaines avant, c'était le tournoi de Lexington où elle... Mais pas une balle dedans. On s'entraîne une semaine encore chez elle, on prend l'avion, on va là-bas. Bon, ok. Tu te dis pas peut-être que c'est un... Je sais pas, quelque chose Mais qui s'est passé dans il y a sa eu un vie déclic. perso, un déclic mental. Je sais pas, elle m'a dit, je me sens bien d'un coup. Elle m'a dit, je sais pas, je suis relâché, je suis bien. Alors, elle avait des problèmes personnels par rapport à son ancien copain, son enfant, tout ça. Peut-être que ça s'était résolu à ce moment-là. Peut-être moi qui reviens depuis 4 mois. Je sais pas, on sait pas. Un tennis, on sait très bien que c'est un mini détail qui fait la diff. Je saurais pas l'expliquer pourquoi. Elle gagne ça. 2 jours après, elle enchaîne à l'US Open. Moi, dans ma tête, je dis, ça va être dur quand même, parce qu'elle est pas tête de série. On voit le tableau. Elle avait une qualifiée au premier tour. Ça allait, elle a Sabalenka au deuxième tour, qui était tête de série 3 ou 4. Je me dis, bon, compliqué. En plus, compatriote, bon, compliqué. Elle gagne au premier tour. Elle joue Sabalenka, 1 et 3. Elle la découpe, pareil. Je me dis, attends. Et c'est la Vika de 2013. La numéro 1 mondiale de 2013, elle était là. Bon, ok. Elle joue Swiatek, troisième tour. Pareil, elle lui met 4 et 2, 4 et 3. Bon, elle était 20, Swiatek. C'était 20 ou 15, je sais plus. Elle arrive en demi. Elle survole encore tout. Elle joue Muchova en quart. Elle joue en demi. Elle joue Serena, qu'elle n'a jamais battue en Grand Chelem à l'US Open. Donc là, il y a ce petit complexe d'infériorité. C'est Serena, c'est la GOAT, c'est incroyable. Même moi, je suis impressionné quand je la vois marcher. Limite, j'ai envie de demander un autographe, tu vois. Serena, c'est la GOAT, c'est incroyable. Elle la joue. Elle prend 6-2 au premier. Il n'y a pas de match. L'autre, Serena. Puis en plus, elle allait pour gagner si elle gagnait ce Grand Chelem là, Serena, elle passait numéro 1 en termes de. Elle battait, je sais plus, elle battait en plus un record. Est-ce que c'était le 24e de C'était Margaret peut-être Court, ça. un truc comme ça Ouais, je pense que c'était ça. Et là, pareil, Vika, elle vient vers moi, elle me regarde, elle me dit, je vais essayer de me relâcher. Elle me dit, tu vois, là, c'est le premier set où je suis tendu depuis 15 jours. Elle me dit, elle se met un peu à rigoler, à se lâcher. Et là, elle met 6-2, 6-3 à Serena derrière. Ou 6-3, 6-2, je sais plus. Fou. Et là-bas pour la première fois? Première fois. En Grand Chelem. Elle l'avait battue sur d'autres tournois, mais en Grand Chelem. Chez elle, voilà. Et là, on est en finale de l'US. Et là, par contre, moi, je le prends d'une manière autre, c'est que c'est moi qui suis trop relâché. Je me dis, elle joue tellement bien, il peut rien lui arriver. Et en effet, elle mène 6-1-2-0 contre Osaka en finale. Elle lui marche dessus. Il n'y a pas de match. Et là, c'est pas qu'elle joue moins bien, c'est qu'elle a physiquement, peut-être qu'elle commence à réfléchir. Aussi, elle l'a jamais gagné l'US Open. Elle avait fait 2 finales, 2 fois perdues. Elle m'a toujours dit, c'est l'US Open que je veux gagner. Ouais. Et là, elle a une balle pour faire 3-0. Elle se tend un peu sur un revers. Tu sens que là, ça l'a rattrapé. La coupe, elle l'a vue devant les yeux, tu vois. Finalement, Osaka s'accroche. Et chez Vika, elle plonge physiquement. Elle perd 6-2, 6-3 au troisième. Et Osaka dit à la fin du match, elle dit, je me suis accroché dans ce deuxième set parce que c'était une finale de Grand Chelem. Elle dit, parce que sinon, Vika était injouable. 2 semaines, hors du commun, en fait. Et qui lance totalement, du coup, ma carrière, en fait, de coach. Pour revenir sur Roland, parce que tu as tes premiers succès juste avant, mais tu me dis si tu le vis différemment. Roland, c'est comme un premier moment compliqué, parce qu'il y a un peu ce clash un petit peu à Roland. Je sais pas comment je sais pas comment tu le vis. Je le vis très. Sur le moment, je le vis pas mal, mais je le vis très mal intérieurement. Alors, c'est pas sur ce Roland d'octobre, ça c'est le Roland de 2021. En fait, il y a un premier clash en février où elle est en demi-finale de Doha, où elle joue très bien. En quart, elle bat Lina Svitolina qui était 4. Elle lui met 6-2, 6-4. Enfin, tout va bien, elle joue très bien. Et là, le lendemain matin, elle m'appelle. La méthode dont on travaille, ça me plaît plus. Je veux changer ça.
je ne comprends pas pourquoi tes résultats sont excellents à l'heure actuelle. Tu mets 2-7 à numéro 4 mondial hier. Si tu veux changer un truc, d'abord, c'est après le tournoi. Change pas. Ouais, de toute façon, je ne vais pas jouer en demi. J'ai mal partout. Ok, alors je sais pas. Bref, il se passe un truc. Bon. Elle joue pas, en fait, cette demi-finale, en effet. On fait 2-3 tournois après. On fait Madrid-Rome. Pareil, ça se passe moyen. Elle abandonne au deuxième tour. Rome, je crois qu'elle gagne un match. Elle perd après. Mais on sent il s'est passé quelque chose, tu vois. Et là, on arrive à Roland-Garros où, pareil, elle rejoue très bien. Et tout se passe bien. Premier tour, deuxième tour, troisième tour. Elle se retrouve en 8e de finale contre Anastasia Pavlyuchenkova. Et elle voit que son tableau est dégagé. Elle a, je vais rester très respectueux, mais pas grand monde, entre guillemets, qui peut l'embêter jusqu'à la finale. Et donc là, c'est son tournoi ou jamais. Elle n'a jamais fait mieux que Carr, je crois, à Roland. Donc là, dans sa tête, allez, on va au bout. Donc elle arrive tendue sur Pavlyuchenkova. Elle reste favorite sur elle, mais je lui ai toujours dit, moi, Pavlyuchenkova, ça joue incroyable sur 1h30. Tu peux ne pas toucher la balle. Hein. Si elle est bien, bon bref. Elle perd le premier, elle gagne le deuxième, et là arrive ce moment où on est au troisième set. Il y a 2-1 pour Vika. Ouais, 2-1 pour Vika, et balle de break. Bon, un match un peu tendu, mais ça se passe et tout. Elle rate un peu son revers, elle perd le point. Elle se retourne, et moi je suis avec le masque. Hein. Elle me regarde et elle me fait Can you say a fucking word now? Mais d'une violence. Et moi je suis avec mon masque, et donc je baisse mon masque et je lui dis Vika, j'ai pas le droit de te parler. Coaching interdit à cette époque-là. Coaching interdit à ces périodes. Et en plus, Roland, quand on était sur le Châtrier, t'es un peu en hauteur, donc t'es loin. T'es pas au bord du cours, donc il faut hurler si tu veux dire un truc. Limite, en plus, elle parle français, Anastasia, en face. Enfin, je lui aurais parlé en anglais, mais elle aurait compris, bref. Je lui dis ça, je dis Vika, je ne peux pas te parler. Elle me regarde, elle me fait OK. Égalité. Rate le retour. Elle se retourne, elle me fait Get out. Et elle me dégage du central. Pas plein, mais aux trois quarts plein, le central. Et là, je me le prends en pleine gueule. Parce que du coup, je vois un peu ma tête sur l'écran géant. Tu vois, je prends mon sac. Et là, tu as le préparateur physique derrière qui m'appuie sur l'épaule et qui me fait « Tu restes !» Donc là, je suis à moitié comme ça. Je vois que tout le monde regarde, tu vois, par là. Je fais « Bon, elle reste là. » Je reste pour le point. Elle perd le point. 2-2. Elle ne regarde plus du tout de la boxe. Hein. Elle fait son jeu. 3-2. Elle s'assoit. Elle voit que je suis encore là. Elle me fait comme ça. « Tu dégages. » Je m'en vais. Je prends mon sac, je m'en vais. Ok, elle prend 6-3, marque plus un jeu. Je reçois 50 messages, évidemment, de potes. Mais attends, mais elle t'a viré du cours, c'est quoi ça et tout. En plus, t'es sur France 2. Ma femme qui m'écrit, c'est quoi ce bordel? C'est à Roland en plus. À Roland en plus, voilà, entre guillemets, dans ton pays, tu vois, sur le central de Roland. Bon, encore, t'es sur le cours 8. Bon, ok. Et là, bon, elle perd. Elle passe devant moi, elle me dit pas un mot. Rien pendant 48 heures. Pas un mot. Pas d'excuses ni rien. Rien. Pas un mot. Au bout de 48 heures, ma femme elle me dit bon, soit tu rentres, il se passe un truc, tu vois. Donc moi je l'appelle, je dis Vika, faut qu'on discute. Et là, on discute, et grand sourire, tout va bien et tout. Je dis mais Vika, on va parler quand même de ce qui s'est passé. Et là, elle a une réaction qui pour moi m'a encore plus blessé. Elle me, pas arrogante, mais juste avec son air, elle me fait ça va, je l'ai déjà fait une fois à un de mes anciens coachs, ça va. Je lui dis écoute, ouais, je suis jeune. Oui, j'ai pas d'expérience. C'est ma première expérience en tant que coach, en effet. Mais j'estime que tu me dois quand même un certain respect. Tu m'as pas respecté. On est en plus en France. Mais même n'importe où, ça aurait pu être n'importe où. Tu ne sors pas quelqu'un d'une manière violente comme tu l'as fait. Et donc elle me dit ok, bon, je m'excuse, je suis désolé. Bon, j'ai eu des excuses, mais voilà. Moi, ça m'a blessé. Elle, je pense que peut-être qu'elle avait pas envie de continuer, tu vois, et ça s'entend. Ça s'entend, c'est une relation. Ça faisait 1 an et demi qu'on était à la limite collés serrés tout le temps. T'es ensemble tout le temps. Bon, bref, même si t'as des bons résultats, bon, voilà. Et on fait quand même un dernier tournoi ensemble à Wimbledon où il se passe quasiment la même chose. Mais cette fois, je lui parle. Je lui dis, pas de problème, je vais te parler. Donc, je prends un warning, évidemment, et elle perd sur Cirstea au deuxième tour, 7-5 au troisième. Et là, le lendemain, elle me dit, écoute, tu peux rentrer, pars en vacances. Voilà. Et on s'est appelé une semaine après en disant, bon, c'est même moi qui l'appelle, je dis écoute Vika, je pense que tous les deux on est ok, je pense que voilà, on met fin à quelque chose. On va se rappeler quand même les bons moments. On a eu des hyper bons résultats. Moi, je suis heureux d'avoir fait ma première expérience avec toi, c'est génial. Même elle était hyper cool. Après, il n'y a eu aucun souci. Mais il y a eu cette petite plage de 2-3 mois où ultra tendue. Voilà. Parce qu'encore une fois, quand elle était 60, elle avait rien. Enfin,
elle rejouait pour limite se faire plaisir, ça revient. Là, elle est 12, elle voit qu'elle peut aller reloin, donc elle se remet un peu encore une fois, la pression d'une championne. Parce qu'une championne, elle revient, c'est pour gagner un grand chelem, c'est pas pour faire 3e tour. Donc moi, je respecte ça aussi. Et quand elle était dure, je sais qu'elle était dure pour elle-même, mais pour moi aussi, pour me faire progresser, pour l'aider. Donc en fait, tu peux être dur avec quelqu'un, pas de problème sur le terrain. Des fois, Gaël, on est dur, il est dur avec moi. Par contre, en dehors du terrain, tout va bien. Excuse-moi, j'ai dit un mot. Même moi, une fois, je me suis excusé sur un truc que je lui ai dit, et tout va bien, tu vois. Mais là, il n'y avait pas eu cette excuse, pas eu ce truc, et j'ai senti voilà, un peu trop violent pour moi, et donc je l'ai pris un peu dans la gueule, quoi. Comme tu l'as dit, je pense que tu gardes quand même les points positifs Oui, de oui. cette première expérience. Et là, on s'est revus plein de fois. On parle de nos enfants, et elle a un petit garçon, j'ai des filles. Comment ça va tout, on se fait un hug. Enfin, la vie est belle, tout va bien, tu vois. Justement, on va aborder un peu plus le métier de coach de haut niveau. Je vais d'abord te demander, c'est quoi pour toi le rôle exact d'un coach à ce niveau-là de tennis et qu'est-ce que tu fais potentiellement au quotidien, tu vois? Le rôle exact pour moi d'un coach de tennis, j'aime bien prendre cette métaphore, c'est t'as un objectif au bout, et en fait, le coach, ce qu'il doit faire, c'est d'essayer d'enlever tous les petits obstacles qu'il y a sur ce chemin. Tu as des petits cailloux, tu as une montée, tu essaies d'aider. Voilà. La métaphore, c'est ça, mais sinon, l'explication, c'est vraiment d'essayer de mettre ton joueur ou ta joueuse dans les meilleures prédispositions possibles avant une compétition pour qu'il arrive dans cette compétition avec des croyances. Avec la croyance qu'il peut gagner le tournoi, même si c'est pas vrai. Mais je vais te préparer d'une certaine manière où je vais te faire croire, parce qu'au final, c'est toi qui tiens la raquette, c'est toi qui joues, je vais te faire croire que on va battre Alcaraz, je vais te faire croire qu'on va battre une Sabalenka. Tu vas peut-être pas y arriver, mais déjà, si toi, tu n'y crois pas en rentrant sur le terrain, ben, déjà, c'est mort. À 100%, c'est mort. Moi, j'essaie de te mettre cette croyance dans la tête. On va travailler techniquement, physiquement, si tu te sens bien, ben, tu vas jouer 3 heures. Et si tu joues bien pendant 3 heures, tu as plus de chances de le battre. On va mettre en place un plan de jeu. Ce plan de jeu, on va le travailler en amont, faire travailler les points forts, limite même plus que les points faibles, parce que les points forts, on les travaille moins que les points faibles. On veut souvent corriger les points faibles et moins les points forts. Ben non, tu as un point fort, tu sers monstrueux, on va te faire servir encore mieux pour que tu aies moins de coups à jouer en fond de cours. Enfin, des trucs dans ce style-là. Et moi, c'est ça que j'aime bien faire avec mes joueurs, c'est de les amener vers une croyance que s'ils arrivent sur un tournoi tout de suite, moi, je peux le battre. Et pas, oh là là, je joue la tête de sœur, ça va être dur. Ouais, ça va être dur, mais si tu le dis, ça va être dur, t'abordes pas de la bonne manière. Je vais essayer de le battre. On a fait en sorte que je sois bien, je vais essayer. Là, par contre, tu pars dans des bonnes prédispositions. J'ai une double question très importante et tu vois, je me demande vraiment comment ça se passe. La première partie, c'est quel système et quelle stratégie tu utilises concrètement, tu vois, pour faire progresser quelqu'un. Et en deuxième, je voulais te demander, après ça, comment tu mesures réellement si une personne a progressé. Là, tout à l'heure, tu m'as pris un exemple, moi j'en ai un autre. Je sais que tu jouais pas mal aux jeux vidéo, tu vois, tu me l'as dit. Quand tu es sur un jeu vidéo avec, je sais pas, ton joueur, tu as une note 82, tu vois. Ouais. Et tu sais quoi faire pour avoir 83, 84, 85, progresser. Ouais. Et donc, tu sais quoi faire pour progresser et tu sais comment le mesurer puisque tu vois ta note augmenter. Ça n'existe pas en vrai. Donc, comment tu fais pour avoir tu vas savoir exactement comment tu fais progresser et comment le mesurer après. C'est vrai qu'en tennis, c'est dur tu vois 2 coups droits, bon, tu dis, est-ce qu'il a progressé? Est-ce que... Bah écoute, déjà, c'est très simple. Tu le vois déjà à l'attitude du joueur dans ses sensations. Quand tu travailles un coup je te dis une bêtise, il se sent pas bien en retour de service. Déjà, tu le vois, sa manière d'être quand il commence à rater, pas quand il le met dedans. Parce que les joueurs, quand ils le mettent dedans, on est tous un peu là. Bon, limite, c'est normal. Tu vois, on essaie de se construire une carrière. Bon, c'est un peu quand tu rates. Tu vois, quand tu commences à rater 2-3 fois et que tu as un body language, tu as ta tête qui montre que vraiment, t'aimes pas jouer ce coup, que c'est pas bien, tu dis, bon, là, il faut bosser. On continue à le faire. Ok, tu rates un peu plus, mais tu sens déjà que c'est... Allez, j'ai raté, par contre, j'essaie de trouver une autre zone, j'essaie de trouver une autre vitesse, j'essaie de trouver une autre trajectoire. On essaye. Et là, quand on voit qu'on y arrive, tu sens tout de suite un visage plus détendu. Tu sens que le mec a compris, ou la fille, pardon, a compris le message que tu as voulu lui faire passer. Et moi, j'essaie de le quantifier de cette manière. J'essaie de voir déjà l'attitude du joueur quand on travaille. Je vais travailler un truc en novembre, je vais travailler un truc en décembre. C'est pas parce qu'il a mis 3 balles de plus dans le terrain que tu as progressé. Non, c'est pas ça. C'est voir l'attitude que tu mets, l'intensité que tu mets, et voir si tu es satisfait. Si le joueur est satisfait, il n'a même pas besoin de me le dire. Je vais le voir en fait à son attitude en fait sur le terrain. Et c'est comme ça, moi, que j'arrive à quantifier que ton coup droit va mieux. Tu as touché 3 fois la cible là-bas. Là, il y a 2 semaines, c'était 1 fois. Mais par contre, les 3 fois, tu t'es senti beaucoup plus à l'aise. Je sens que tu es plus à l'aise, plus précis. Donc, tu as progressé. Au niveau des systèmes mis en place,
Ça se passe comment? Comme tu disais, ne pas forcément travailler les points, en tout cas que les points faibles. Quand il y a un point faible, tu fais quoi? On passe, par exemple, je sais pas, toute la semaine, 2 heures sur le retour ou. Les points à corriger, encore une fois, c'est on essaye de prendre un temps. Là, on est sur une pré-saison, donc c'est cool, on a du temps pour travailler. On essaye de prendre un certain temps pour travailler. Ça peut être 2 jours, 3 jours pour travailler un aspect. Mais par contre, on fait pas que ça. Parce que là, on travaille dans un truc où, encore une fois, tu lui mets dans la tête, ah, c'est un point à corriger. Si tu fais que ça, que ça, que ça, il va se dire, attends, je progresse pas. Il me fait faire que ça. C'est qu'il voit que ça va passer ou c'est pas suffisant pour lui. Donc, tu mets en place d'abord 2-3 exercices ou 2-3 situations pour faire travailler ce point faible. Mais par contre, moi, ce que j'aime tout de suite faire, c'est, je te dis une bêtise, ok, tu te sens pas bien côté revers, parce que tu contres un peu moins bien côté revers, on va dire. Donc, on va faire un exercice où, première balle, on va faire fort côté revers, donc tout de suite dans ton point faible, ça c'est dur par contre. Mais par contre, je vais te laisser libre pour jouer le point après, et je veux que tu essaies de finir le point avec ton point fort, avec ton coup droit, avec ton déplacement, avec ta volée, avec ce que tu veux. Donc, je te mets un peu dans l'embarras, tout de suite, je te mets dans le dur là, mais montre-moi ce point faible, tu arrives à revenir dans le point, et par contre, tu utilises ton point fort. Et tu finis avec ton point fort pour qu'à la fin, tu as bossé un peu ton point faible, mais tu t'es revalorisé et tu t'es soulagé avec un point fort. Et moi, j'aime bien mettre en place ce système-là où à la fin, il y a la récompense, où à la fin, tu es content de, tu vois, j'ai utilisé mon service, j'ai utilisé un point qui me fait plaisir. Et finalement, limite, ton point faible, tu le travailles sans que ce soit le dernier coup que tu aies à jouer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. De pas rester sur une note que négative ou que faible, tu vois? Non, mon point fort aussi. Pour un coach, tu penses qu'il y a des objectifs de palmarès, tu vois, comme un joueur. Je sais pas, un joueur, il te dit, il veut gagner un grand chelem. Est-ce qu'un coach, il se dit pareil, je veux gagner un grand chelem, je veux gagner ça et ça, je veux entraîner telle personne? Moi, je m'étais dit, comme j'ai arrêté ma carrière de joueur et que je suis directement passé sur une carrière d'entraîneur, j'avais encore ce côté très compétition en tant que joueur. Et en effet, dans ma tête, c'était je veux gagner un grand chelem. Je m'étais mis ça. C'est débile, hein, mais c'était mon truc. J'ai même jamais réussi à participer à un grand chelem en tant que joueur. Là, je sais que je vais y participer en tant qu'entraîneur. Et quitte à y participer, c'est d'aller au bout. En plus, avec la joueuse qu'on me propose, on peut aller au bout. Donc, si ce serait mentir de dire que je veux pas gagner, j'ai envie de moi pour moi. J'y suis pas arrivé, j'étais pas loin. On a gagné un 1000. Mais au final, je me suis rendu compte que c'est pas là. J'ai pas trouvé mon bonheur particulièrement dans le résultat pur en disant j'ai fait final. Non, encore une fois, ça n'a pas changé ma vie. Par contre, ce qui me plaît, c'est de voir que j'arrive à trouver une situation, un point que la joueuse ou le joueur forcément te dit pas et que toi, tu arrives à soumettre, à mettre en avant, à faire travailler et tu vois qu'ensuite, il le réalise en match et tu vois que ça fonctionne. C'est là où tu te dis, mon métier prend de la valeur et est important. Parce que mon métier, c'est exactement ça. C'est de mettre en valeur mon joueur ou ma joueuse au moment opportun. Et avec Vika, c'est ce qu'on avait fait. Vika, à l'époque, elle faisait quasiment pas de slice côté revers. Elle faisait très très fort revers à deux mains, un des meilleurs revers à deux mains, je pense, de l'histoire. Mais je lui ai dit, Vika, maintenant tu joues des joueuses, c'est plus les joueuses d'il y a 15 ans. Ça frappe fort. Ça frappe fort, ça se déplace beaucoup mieux. Et ça fait poum 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 poum. Je lui dis, je pense que si tu veux gagner un grand chelem, ou te rapprocher d'un grand chelem, il va falloir que tu ajoutes une corde à ton arc. T'as pas le choix. Ouais, ok, tu crois, bon. Okay. On essaie de faire des slices. En effet, les premières séances, bon. Slice, c'est pas ça. Ça s'énerve tout de suite parce que ça, encore une fois, elle est perfectionniste à 1000%. Elle veut le sentir tout de suite. Ça, malheureusement, elle le sentait pas trop au début. Je dis, allez, fais-moi confiance. On essaie, on continue. Et je me rappelle de 2-3 fois où à l'US Open, elle joue une Sabalenka. Maintenant, Sabalenka, elle a progressé sur ça. Oui. Elle s'adapte très bien au slice, à tout ce que tu veux. Mais en 2020, c'était juste, elle envoyait fort, mais voilà. Et 3-4 fois, un petit slice et l'autre, bam, elle s'empale, elle met le milieu du filet. Et je me rappelle d'un moment où Vika, elle se retourne et elle me fait un sourire, genre, comme ça. Et là, elle me dit, ça marche. Ce truc-là, ça marche. Et c'est là où moi, je me suis dit, je lui ai apporté ce truc-là. Et j'ai peut-être trouvé une mini-solution pour battre une des meilleures joueuses du monde. Et c'est là où je me dis, mon travail a de la valeur sur ça, en fait. Et pas de dire, j'ai gagné un Master 1000. Si tu devais classer ces 4 critères par ordre d'importance pour un joueur ou une joueuse, tu mettrais quoi entre le mental, la technique, le physique et le côté tactique? Je vais mettre le mental en premier. Parce que le mental conditionne ton corps. Je vais mettre le physique en deuxième. Attends, tu m'as dit quoi en troisième, pardon? Mental, physique? Technique et tactique. Oui. Bah écoute, je pense qu'on est pas mal. Mental, physique, technique, tactique. Technique, tactique. Ouais. À l'heure actuelle. Ouais, à l'heure actuelle, sur circuit actuel. Je parle en 2025, à l'heure actuelle. Si mentalement t'es fort, physiquement t'es fort,
tu peux limite te permettre d'avoir un petit défaut technique que tu vas largement combler par ton niveau physique. Et si là, tu es convaincu que ton petit défaut technique n'en est pas un, parce qu'encore une fois, il y a des joueurs, j'ai un exemple dans la tête, j'ai un Jacques Sock dans la tête qui a gagné un Master 1000, qui a arrêté sa carrière aujourd'hui, s'il avait joué en France, il n'aurait jamais eu la carrière. S'il avait été malheureusement français, je dis malheureusement, parce qu'en France, on veut trop avoir des techniques parfaites. Quand j'étais en Pôle France, il faut avoir le beau revers à une main, la prise de balle tôt. Alors oui, je faisais ça, mais je faisait 1m50, moi. Revers à une main, j'ai pas gagné un match pendant 1 an. Bref, un Jacques Sock qui avait un coup droit très particulier et on lui aurait changé directement sa technique de coup droit, alors que ça reste son meilleur coup. Tu vois, et il a eu une carrière extraordinaire, il était top 10, il a une carrière extraordinaire, alors qu'il a un défaut technique, parce que c'est quand même un défaut technique, c'est pas pur techniquement, mais encore une fois, physiquement monstrueux, et mentalement, pour lui, c'était un coup incroyable, il a réussi à gagner des gros tournois, donc je mets la technique au 3e plan, et encore une fois, la tactique, il faut bien en mettre un au 4e plan, malheureusement, je ne veux pas dire que c'est pas important, c'est ultra important, mais vraiment, moi, les 2 premiers, si mentalement tu es prêt, parce qu'encore une fois, il faut être prêt, parce que ce que les gens ne se rendent pas forcément compte, c'est pas uniquement un match de tennis, en fait, c'est 1 semaine de tennis si tu veux gagner un tournoi, et c'est 2 semaines de tennis si tu veux gagner un grand chelem. Mentalement, il faut être un rock, il faut avoir peur de personne, il faut être convaincu de de ses croyances, il faut être convaincu de son équipe autour, parce qu'on n'est pas tout seul, il y a son kiné, son prépa physique, faut que tu te dises que tu as la meilleure équipe. Donc mentalement, déjà, si t'es pas bien, si ces gens-là ne te mettent pas dans des bonnes conditions mentales, tu n'y arrives pas. Voilà. Donc mental, physique, pour moi, vraiment prédominant. Tout à l'heure, tu parlais du fait de devoir partir de chez toi pour aller aux États-Unis. Je me demande comment on concilie la vie de coach et la vie personnelle, parce que tu as 3 enfants. J'ai 3 petites filles, ouais. Voilà, 3 petites filles. Donc comment tu concilies tout ça? Alors, déjà, sache que c'est pas facile du tout. J'avoue que quand je vois un aéroport, les 3 quarts des gens sont heureux de voir un aéroport parce qu'ils part en vacances, c'est génial, on va au soleil, trop bien. Moi, c'est vrai que je vais au soleil, mais j'y vais pour le travail. Et donc, j'avoue que c'est pas facile de toujours devoir laisser sa femme et ses enfants à quai, comme on dit, et de partir à l'autre bout du monde. Ça fait partie de mon métier, je me suis engagé à ça. Moi, ça me fait plaisir de faire ça, évidemment. Mais je sais que pour ma femme, c'est pas facile parce qu'elle doit gérer son côté personnel, son côté professionnel, tout en éduquant, en élevant nos 3 petites filles. Donc pas facile, sachant que sur nos 3 petites filles, il y en a une qui a un petit problème de santé, donc on doit vraiment être souvent avec elle. Elle est diabétique, donc on doit être très présent avec elle. Et donc du coup, c'est vrai qu'on n'a pas cette liberté. Ma femme n'a pas cette liberté que moi j'ai à partir en tournoi. Je la félicite parce qu'encore une fois, c'est elle limite qui m'a poussé à aller vers Victoria au début. Et c'est toujours elle qui me pousse à faire ça, parce qu'elle voit que ça m'épanouit, que c'est quelque chose que j'aime faire. Et moi, je lui dis juste bravo, parce que je sais que c'est très très dur pour elle, ce genre de métier. Et on le voit maintenant que mes filles grandissent. Limite, il y a 4-5 ans, c'était vraiment des bébés, ça parlait pas, elles se rendaient pas trop compte. Là, par contre, je suis rentré hier, je suis parti 2 semaines, je suis rentré hier, les 3 qui me sautent dans les bras, papa. Et quand je leur dis, je repars là dans 2 semaines pour Auckland, il y en a une qui se met à pleurer, qui me dit, ah, je veux pas que tu partes. Donc, mentalement, c'est... Et puis, je suis pas le seul à dire ça. Je me rappelle d'un Pierre Hugerbert qui avait dit la même chose il y a quelques mois, d'un Gilles Simon à Bercy qui avait fait une ovation, un hommage à sa femme, en disant, ça y est, chérie, on va enfin avoir une vie normale. Je vais enfin être là à la maison. Et c'est exactement ça. On n'a pas une vie normale, en fait. On n'a pas une vie normale. Et encore une fois, c'est pas une vie. Moi, c'est pas quelque chose que je vais faire jusqu'à la fin de ma vie. J'en profite, j'ai encore que 37 ans, donc j'ai quelques années. Mais je ne ferai pas ça parce que moi, j'ai quand même envie de voir mes enfants grandir à côté. Et je sais que, je vois beaucoup de coachs sur le circuit qui ont 45-50 ans, qui malheureusement sont soit divorcés, soit ils n'ont pas vu trop leurs enfants qui maintenant ont 18-20 ans. Et moi, j'ai pas envie de passer à côté de ça, en fait. Je sais que... Je me permets de te poser la question parce que je sais que tu n'as pas vraiment de tabou par rapport à ça. Ça ressemble à quoi, par exemple, soit un premier salaire de coach, que ce soit avec Vika ou je sais pas s'il y a une fourchette sur le circuit. Mon premier salaire, et il était pas haut. Hein. Encore une fois, il y a des gens qui vont me dire, ah, il critique, c'était pas haut. J'étais à 1 200 € par semaine travaillée avec Vika. C'est-à-dire que si je travaillais 30 semaines, j'étais payé que 30 semaines. J'avais 22 semaines où je n'étais pas payé. On va pas dire que c'était toutes les semaines. Oui, pas toutes les semaines. J'avais des bonus avec elle ensuite, en pourcentage selon ce qu'elle faisait dans les tournois. Avec Victoria, c'était à partir de quart de finale dans n'importe quel tournoi. Elle me donnait un pourcentage sur ses gains.
Et ensuite, après avoir fait cette US Open, tout ça, elle m'a augmenté. J'ai eu un petit peu plus. J'ai eu, je te dirais pas avec quelle joueuse ou quel joueur, mais le meilleur salaire que j'ai eu, c'était entre 3 000 et 3 500 euros la semaine. La semaine. Voilà, pareil avec des bonus à côté, ce qui est un excellent salaire, bien entendu. Mais encore une fois, je travaillais par contre que 20 à 22 semaines dans l'année. Mais ça me suffisait pour vivre toute l'année. Donc, même si j'avais envie de faire quelque chose à côté, je pouvais. Mais une fourchette, je vais te dire, quand tu commences en tant que coach, tu es entre 1000 et 1005 la semaine, c'est ça. Et ensuite, encore une fois, tu as on va dire entre une grosse fourchette, 1005, 3000. Voilà, 1005, 3000, c'est vraiment très très bien payé. 2000, on va dire. 2000, c'est vraiment la moyenne. Est-ce que tu peux nous faire une liste de tous les athlètes que tu as entraînés? Ouais. J'ai commencé du coup avec Victoria, donc à Azarenka pendant 1 an et demi. Après, j'ai eu une courte période avec Monica Puig, qui a été championne olympique à Rio en 2016, qui avait une grave blessure à l'épaule, qui m'a demandé de l'aider sur quelques mois. Et malheureusement, son épaule n'a pas tenu, donc on a fait 4 mois, on a arrêté. J'ai eu une encore plus courte période avec Diana Yastremska, où ça a duré vraiment 2 mois et on ne s'est pas du tout entendu. Et voilà, encore une fois, on ne se connaît pas quand on travaille dans... Pardon, c'est une joueuse qu'on voit à la télé et d'un coup, elle est face à face, elle ne m'a jamais rencontré et tout. Et on s'est rendu compte qu'au bout de 2 mois, ça ne matchait pas du tout. Donc, sans rancune, merci, au revoir. J'ai une joueuse que j'ai énormément appréciée, ça reste une de mes meilleures expériences à l'heure actuelle, c'est Francesca Jones. Je ne sais pas si ça te parle. Britannique, Voilà, oui. vous voyez, une Anglaise qui maintenant est 70 à peu près, mais moi, quand je l'ai eu, elle était entre 130 et 180, et qui a la particularité, moi, j'estime être un peu handicapée pour jouer au tennis. Elle avait 3 doigts à gauche et 4 doigts à droite. Donc, c'est-à-dire qu'elle est 70e mondiale avec 3 doigts manquants. Ce qui est, c'est même plus exceptionnel. Et aux orteils, pareil. Ah Donc, ouais. C'est une maladie, on va dire, particulière. Et elle est née comme ça. Et du coup, elle a fait de ce handicap, entre guillemets, une force. Mais elle, une force de malade. Elle est convaincue, et c'est incroyable. Et elle est 70e mondiale comme ça, donc juste respect. Et c'est une des joueuses qui m'a le plus respecté. On est resté 1 an ensemble. Ça a été vraiment une joueuse extraordinaire. Polie, respectueuse, la tête sur les épaules, intelligente. Vraiment, j'ai passé une année incroyable avec elle, c'était top. Ensuite, en début d'année, j'ai commencé avec Anastasia Potapova. En début d'année 2024, avec Potapova, on a fait quasiment un an ensemble. J'ai fait quelques semaines avec Lulu Sun, voilà. Pareil, ça n'a pas matché, malheureusement. Encore une fois, mais c'est pas grave. Et Gaël m'a appelé. Et voilà, première expérience chez les hommes. Ouais, c'est ça. Finalement, tu préfères ta vie de coach ou de joueur? Écoute, je vais dire ma vie de coach maintenant, parce que je vais là. Quand j'étais joueur, bien avant, j'avais pas d'enfant. Ma vie était vraiment différente. J'avais ma femme maintenant, mais c'était ma copine de l'époque. C'était complètement différent. Et là, maintenant, je préfère ma vie de coach parce que j'ai ma vie de famille. Et je me rends compte que j'ai des émotions en tant que coach que j'ai pas réussi à avoir en tant que joueur. Et c'est mon seul regret, en fait. Encore une fois, en tant que joueur, j'ai été 600, ok. Mais c'était pas mon but de me dire je veux être top 10 ou je veux être... moi, j'ai envie d'avoir des émotions et tout. Et j'ai pas réussi à toutes les avoir, en fait. J'en ai eu de très belles. J'ai eu des très belles victoires. J'ai battu des joueurs extraordinaires. Mais j'ai pas eu tout ce que je voulais. J'étais pas comblé suffisamment. Et là, je trouve qu'en tant que coach, j'arrive à avoir des émotions particulières. Et c'est pour ça aussi que là, je sais que travailler avec Gaël pour 2026, je pense, va m'apporter mon lot d'émotions tout au long de l'année. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Finalement, dernière question. On a passé un super moment ensemble. Je te demanderais qui est-ce que tu verrais sur Univers Tennis ici à ta place pour discuter. Ça aussi, c'est une bonne question. Tout univers du monde du... N'importe qui dans l'univers du tennis. Écoute, tu as fait des anciens joueurs, tu fais un coach. Pourquoi pas faire venir, tu vois, encore une fois, un acteur différent du monde, on va dire, des joueurs. Tu vois, un agent de joueur, ça pourrait être très intéressant. J'en connais 2-3, je pourrais sans problème te passer les contacts. Et je pense qu'il y aurait de belles choses à savoir sur ce métier qui est encore un peu méconnu, qui fait partie pleinement du métier du monde du tennis et qui pourrait intéresser beaucoup de tes auditeurs.
Bah, avec grand plaisir. Du coup, je voulais te remercier personnellement. C'était un super moment qu'on a passé ensemble. Donc voilà, merci à toi. On te souhaite que le meilleur avec Merci. Gaël pour cette dernière saison et on espère que vous allez nous faire kiffer. Merci à toi, j'espère aussi. Merci à toi, à la prochaine. À bientôt, salut.